Bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, je suis bel et bien réelle, faite de chair et d'os. Et c'est bien moi qui écris mes textes et non une journaliste générée par l'intelligence artificielle. Car oui, aujourd'hui, c'est possible. Vous l'aurez compris, cette édition d'Actuel est 100% consacrée à l'IA, de lettres qui sont omniprésentes dans nos vies et qui sont signes de progrès, de lettres qui font peur aussi, notamment au regard des enjeux de parité. Alors l'intelligence artificielle est-elle sexiste? Qui génère ces données? L'IA miroir ou loupe de nos sociétés? On va en parler avec mon invité Laure Salmona. Mais d'abord, on va faire un point sur la manière dont fonctionne l'IA. Programmée par des hommes à près de 90%, elle reflète donc leur vision du monde. Démonstration avec Julie Chouteau et Peter O'Brien. L'heure du test dans cette école parisienne d'informatique. Ces étudiants ont demandé à ChatGPT de générer l'image d'une personne intelligente. C'est Yoel. C'est lui. Mais c'est lui. Derrière les blagues, un constat, aucune diversité dans les profils. Sur 4 tentatives, on a un profil qui ressort, c'est un profil masculin, un homme blanc, bien coiffé, bien apprêté. Bon, on a tenté une 5e tentative, là, on va voir ce que ça donne. On n'a pas de chance. Là, on n'a pas de chance. Là, c'est encore un homme. Et lorsqu'on demande des chefs d'entreprise, il y a quand même une dominance masculine, ouais. Mais après, c'est la réalité. C'est la réalité, hein. En vrai, c'est... L'intelligence artificielle se limite à ce que l'humain lui a appris. Un reflet qui amplifie nos failles, avec parfois des conséquences concrètes sur nos vies. Une application qui ferait du diagnostic et pour laquelle il y a eu peu de cas avec des femmes va mal reconnaître les maladies pour les femmes et ça peut amener à des diagnostics qui seront faux ou trop tardifs et peut-être à la mort de personnes. Mais ça peut être aussi dans tout ce qui est emploi, avec des personnes qui vont être sous-notées dans les tris des CV. Enfin, il y a plein de cas d'application, le crédit aussi, avec des montants de crédit inférieurs à celui des hommes. Solution possible, améliorer les données sur lesquelles se base l'intelligence artificielle. Vous avez des organisations qui mettent à disposition en open source des bases de données qui sont dégenrées ou des bases de données qui sont débiaisées. Donc vous pouvez vous entraîner et vous pouvez fonctionner sur ces bases de données-là. Après, quand vous fonctionnez sur des bases de données brutes, il faut avoir une analyse en fait et comprendre quelle est cette donnée, pourquoi est-ce qu'elle est genrée et du coup ensuite appliquer des calculs, des filtres pour pouvoir en fait contrer ces biais-là. Plus de transparence sur les données, plus de contrôle des pratiques risquées. C'est le but du règlement sur l'intelligence artificielle qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Et je me tourne donc vers vous, Laure. Bonjour, Laure. Vous êtes spécialiste des cyberviolences et cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Vous êtes aussi la co-autrice du livre « Politiser les cyberviolences ». On vient de le voir, l'Europe s'est dotée d'une loi pour réguler et encadrer les IA. Est-ce suffisant et surtout pourquoi on n'a pas pu anticiper le fait que ça allait nuire aux femmes ? Alors bonjour, je ne pense pas que personne n'a anticipé le fait que ça allait nuire aux femmes. Je pense que c'est juste que personne n'a vraiment jugé utile d'y remédier. Si vous voulez, les personnes qui prennent ces décisions sont souvent des personnes qui ont beaucoup de privilèges et qui peuvent se permettre de ne pas penser ces problématiques, puisque ces problématiques ne les touchent pas. Pour donner un exemple, la Commission sur l'intelligence artificielle a rendu la semaine dernière un rapport à Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle, et le prisme du genre n'y est absolument pas abordé. Les cyberviolences de genre n'y sont pas abordées. Sur ce qui est des violences faites aux femmes, on sait très bien que les nouvelles technologies, elles sont toujours, et elles ont été de tout temps, utilisées pour nuire aux femmes, parce qu'on vit dans une société qui est sexiste. Donc l'idée, c'est de se battre pour vraiment faire en sorte qu'à l'avenir, ces technologies soient encadrées de façon éthique pour ne pas nuire aux femmes et aux groupes minorés. Et on le sait, la tech n'a jamais été aussi masculine qu'elle ne l'est depuis 30 ans. Pourquoi et surtout, comment on fait pour renforcer la place des femmes dans l'IA ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que 22% de femmes qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Les femmes programmaient. C'était d'ailleurs un métier très féminin
avant l'arrivée du micro-ordinateur, donc jusque dans les années 80. Et c'est seulement à partir du moment où, du coup, le micro-ordinateur est arrivé et c'est devenu un secteur beaucoup plus prestigieux que les hommes s'y sont massivement engouffrés. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de femmes et on peut se dire qu'il faudrait des grandes campagnes de sensibilisation, qu'il faudrait des rôles modèles qui permettent aux femmes de pouvoir se penser en tant qu'ingénieur d'intelligence artificielle. On va avoir des technologies qui vont être conçues par des hommes blancs, privilégiés, valides, pour des hommes blancs, privilégiés, valides. Et du coup, ça va créer un espace qui va être très inhospitalier pour les femmes et pour les groupes minorés. C'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui d'inclure les femmes et tout le monde d'ailleurs dans la manière dont on va penser, dont on va concevoir un cadre pour ces systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un biais des stéréotypes de genre en fait qui font que les femmes ne s'orientent pas ou très peu dans les filières liées aux nouvelles technologies et aux technologies informatiques. Quand on regarde aujourd'hui les startups liées à l'intelligence artificielle, il y a que des hommes quasiment qui travaillent dedans, donc ça ne donne pas forcément envie aux femmes de se projeter dans ce type de métier. Donc il y a vraiment un travail sur les représentations à faire et qui doit être fait différemment qu'en essayant d'inventer des fausses conférencières imaginées par le biais d'intelligence artificielle pour donner l'illusion de plus de diversité dans le monde de la tech. En fait, il faut le réaliser réellement et pour ça, il faut de la volonté politique, il faut du budget, il faut des campagnes de sensibilisation. L'IA ne fait pas uniquement véhiculer des idées inégalitaires, elle peut aussi engendrer du cyberharcèlement et de la cyberviolence. Ce sont notamment les fameux deepfakes pornographiques qui peuvent toucher n'importe qui. Reportage Johanna Citruc et John Walsh. À la une ce soir, la lutte contre une dangereuse dérive de l'intelligence artificielle. L'information a été reprise quasiment partout dans le monde. Taylor Swift, victime de fausses images pornographiques. À l'origine, une technologie qui a vu le jour ces dernières années avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le deepfake. Cela consiste à prendre de vraies images d'un discours d'une personne et lui faire dire n'importe quoi en faisant bouger ses lèvres et en imitant sa voix. Depuis, l'outil a évolué. On peut aujourd'hui coller n'importe quel visage sur celui d'un acteur ou d'une actrice pornographique. Oh, je viens de tomber sur un truc horrible. Mais quoi? Ouais, c'est des gens qui font des montages, ils mettent ta tête sur le corps d'une femme nue. C'est horrible. Je vais évidemment pas montrer ça. Comme elle, ce sont essentiellement des femmes qui sont ciblées par les deepfakes pornographiques, à plus de 96%. Salomé Saké, journaliste pour le média Blast, en a récemment été victime. J'étais dans le métro avec un ami à moi, je scrollais un peu mes messages sur Instagram et il y a un inconnu qui m'a envoyé ces photos de moi, ces fausses photos de moi dénudées, et en cliquant dessus, je me suis rendu compte qu'elles étaient publiques. Et donc ça m'a fait un espèce d'état de choc parce que cette photo, je la connaissais, la vraie photo, mais comme elle avait été transformée, on aurait vraiment dit que j'étais nue. C'est tellement bien fait que si vos proches, si des collègues tombent dessus, ils pourraient penser que c'est vraiment vous. Et comment on se défend face à ça ? Salomé décide pourtant de publier elle-même ses photos pour dénoncer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Entre 2022 et 2023, le nombre de deepfakes pornographiques publiés sur Internet a augmenté de 464%. Face à ces chiffres, les spécialistes rappellent l'importance de porter plainte pour retrouver les auteurs, même si à l'heure actuelle, aucune loi spécifique n'est prévue pour les sanctionner. Un texte est en cours d'adoption. On a un projet de loi qu'on appelle de son petit nom le projet de loi SREN pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Et ce projet de loi vise à insérer dans le code pénal la spécificité des deepfakes. En attendant, la justice a recours à des textes déjà existants, notamment celui sur le photomontage et l'usurpation d'identité. Mais les peines prévues, 1 an de prison et 15 000 € d'amende, sont souvent peu dissuasives. Alors, d'un côté, on a des amendes peu dissuasives, comme on a vu, du moins pour l'instant, et de l'autre, des deepfakes pornographiques qui se multiplient. Encore une fois, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Oui, alors si on prend la totalité des deepfakes, 96% d'entre eux sont des deepfakes à caractère sexuel. Et parmi ces deepfakes à caractère sexuel, 99% visent les femmes. Donc il y a vraiment l'idée
de contrôler, d'humilier les femmes en stigmatisant, on va dire, leur supposée sexualité, pour le coup. Et à l'inverse, il y a une IA qui se démarque, mais pas non plus des plus féministes. C'est Dignif IA, Dignif pour digne et IA pour IA, qui, elle, permet de rhabiller les femmes. Un outil très utilisé par les masculinistes et les puritains, mais là encore, on est dans le contrôle de l'image de la femme. Oui, l'idée, c'est vraiment d'intimider les femmes pour qu'elles se plient le plus possible aux normes patriarcales. Ces plateformes, elles sont créées pour déshabiller ou rhabiller des femmes. Elles fonctionnent mal sur les hommes. En fait, si on essaye de déshabiller un homme avec une plateforme gratuite, il va porter des sous-vêtements féminins ou alors il va avoir une simili-poitrine. Donc les paramètres ne sont pas adaptés en fait. Les paramètres sont adaptés pour déshabiller des femmes, pas pour déshabiller les hommes. Et d'ailleurs, du coup, les concepteurs de ces plateformes savent très bien ce qu'ils font quand ils mettent ces plateformes en ligne. C'est-à-dire que à un moment, ils disent oui, mais la personne que vous voulez déshabiller doit consentir. Mais ça, c'est juste pour les protéger juridiquement, parce qu'ils savent très bien que les personnes utilisent ces plateformes pour déshabiller les femmes. Et ces plateformes, en fait, elles devraient tout simplement être interdites. Et elles génèrent énormément de revenus. Mais l'idée, comme pour les cyberviolences, comme pour la diffusion non consentie de contenu intime, c'est vraiment de faire mesurer aux femmes le risque qu'elles prennent juste en existant, en mettant des images d'elles sur Internet, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire de la réduction de risque, de la prévention sur la question des deepfakes, en fait, il faut faire quoi? Il ne faut plus du tout mettre de photos de soi sur Internet. C'est absolument impossible. On ne peut pas être dans le contrôle à ce point-là. Donc, du coup, ça fait vraiment peser une menace, une pression sur l'ensemble, sur la totalité des femmes, qui est énorme et qui doit être prise en compte par les pouvoirs publics de façon globale. Ou alors on diversifie les données, plus qu'aujourd'hui. Alors, franchement, je me pose la question de savoir si la technologie du deepfake, en tout cas utilisée de façon non consentie, peut, d'une manière ou d'une autre, être une technologie désirable. C'est-à-dire qu'à un moment, soit c'est utilisé pour de la désinformation, soit c'est utilisé pour nuire et humilier les femmes. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur, mais en fait, est-ce que cette technologie, elle peut être utile pour l'humanité ou est-ce qu'elle représente finalement plus de risques que de bienfaits? Merci beaucoup Laure Salmona pour vos éclairages. On l'aura compris, donc l'IA, oui, mais encadrée et surtout alimentée de données plus égalitaires. Et quant à vous, ne vous fiez plus au Photoshop. Et mesdames, formez-vous à ces nouvelles technologies. C'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à Stéphanie Cheval et à Laure Manin pour leur confiance, à Yong Shim pour son aide et merci à vous de nous être fidèles. À très bientôt sur France 24.